L'accord entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz, ont provoqué une forte baisse des prix du pétrole. Quelles conséquences sur les marchés financiers? Avec nous pour en parler notre Global Chief Investment Officer, Edmund Shing. Bonjour Edmund. Bonjour Jérémy. Alors Edmund, après avoir grimpé de 70 à près de 120 dollars en mai, les prix du pétrole sont récemment retombés autour des 70 dollars, donc un aller-retour. Quel impact durable cette baisse aura au niveau macroéconomique? Pour le taux d'inflation, tout d'abord, c'est une bonne chose parce que on a évidemment un effet sur l'inflation, un impact à court terme, mais si bien sûr avec les prix des énergies qui rebaissent, qui redescendent, ça va limiter l'impact inflationniste dans le temps. Donc je pense que l'impact, cette hausse de prix d'énergie sur l'inflation va disparaître avant la fin de l'année, au moins en Europe et aux États-Unis. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça va ne pas obliger les banques centrales à réagir à cette hausse d'inflation, parce qu'ils peuvent maintenant se dire que c'est une hausse temporaire qui va disparaître en quelques mois, et donc ce n'est pas la peine de remonter le taux d'intérêt pour faire face à cette inflation. Une très bonne chose pour l'économie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le taux de croissance va rester plus élevé partout dans le monde, mais surtout dans les régions qui sont plutôt importatrices d'énergie, notamment en Asie et notamment en Europe. Donc, c'est plutôt une bonne chose, surtout en Europe et surtout en Asie, avec un meilleur taux de croissance prévu. Ainsi, ça va aussi avoir un impact sur les marchés obligataires parce que les taux long terme peuvent rester un peu plus stables, qui est le cas aujourd'hui. Et enfin, pour les marchés actions, une très bonne chose, ça peut permettre au marché actions de continuer de monter en ligne avec la tendance positive dans les prévisions de bénéfices nets par action. Si on revient sur les banques centrales, il y a eu récemment une hausse des taux directeurs de la BCE. Est-ce que vous anticipez d'ici la fin de l'année une hausse des taux de la Fed? Bon, vu le fait que nous pensons que cet impact inflationniste des prix d'énergie vont être temporaires, je pense que les banques centrales ne veulent pas aller trop loin avec ces augmentations de taux. Donc je pense déjà pour le BCE, on a déjà passé de 2,25 pour le taux de dépôt. Je pense qu'on va rester sur le 2,25 parce qu'en fait, le taux d'inflation en Europe commence déjà à descendre. Donc ça va être plus confortable dans les mois qui viennent pour le BCE. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué parce qu'on vient de voir un changement du président de la Fed. C'est le nouveau président, c'est maintenant Kevin Walsh. On a des questions autour de la politique monétaire de Kevin Walsh en tant que président de la Fed. Par exemple, il croit plutôt dans un effet désinflationniste à long terme en provenance de l'IA. Donc normalement, si c'est le cas, moins de raisons pour les banques centrales, surtout pour la Fed, d'augmenter les taux progressivement dans les mois et des années à venir. Parce que si on a un impact désinflationniste, ça doit limiter le taux d'inflation aux États-Unis à terme. Et surtout sur les augmentations de salaire qui restent quand même un composant d'inflation très très important. Donc pour nous, nous prévoyons quand même une hausse de taux le mois de décembre par la Fed pour augmenter le taux directeur à 4%, mais pas un cycle des hausses de taux qui suivent après. Donc je pense qu'on va rester à 4% en 2027. Et ça, c'est très important parce que sinon, si on continue de monter les taux, ça va effectivement faire baisser le taux de croissance, de PIB aux États-Unis, et ensuite, ça représente un vent contraire pour les marchés actions également. Un vent contraire pour les marchés actions qui pourrait aboutir sur une récession potentiellement si jamais... Exactement, c'est toujours le grand risque que la Réserve fédérale commence un cycle de hausse de taux qui continue pendant des mois ou des années et qui effectivement impacte énormément la croissance et du coup aussi la tendance haussière dans les bénéfices nets par action des actions. La tendance actuelle des marchés actions, vous l'avez évoqué dans votre papier récemment, elle dure désormais depuis 45 mois, ce qui est quand même pas rien. Et les marchés actions affichent une progression depuis le début de l'année de 10%. Est-ce que cette performance, elle repose essentiellement sur le mouvement qu'on a vu sur les grandes capitalisations américaines ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est pas forcément ça, parce que si on regarde les performances, par exemple, des 7 magnifiques, les boîtes de grande tech aux États-Unis, qui, ces derniers 10 ans, étaient vraiment le moteur de la surperformance de l'indice S&P 500 aux États-Unis. Depuis le mois de novembre dernier, ces 7 sociétés commencent à surperformer le reste de l'indice pour la première fois depuis très longtemps. Donc effectivement, depuis le 1er novembre, les 7 magnifiques, ils ont quand même fait moins 6%, au moment que l'indice S&P 500 a fait plus 9.
Donc un delta de 15% qui est quand même considérable. En plus, si on regarde les segments qui sont moins exposés à la technologie aux États-Unis, c'est-à-dire les petits capis, l'indice S&P 600 Small Cap a quand même monté de 22% depuis le début de l'année, qui est bien devant les large cap, le S&P 500. Donc, ce n'est pas seulement les big tech, les sociétés big tech, les 7 magnifiques, qui portent le marché à la hausse. Non, c'est plutôt les autres segments, comme par exemple les fabricants de puces mémoire, qui ont bien porté le secteur technologie à la hausse, mais pas seulement. Le small cap performe bien, les banques, et même les autres secteurs qui n'ont rien à voir avec la tech, comme la santé, commencent à mieux performer ces derniers temps. Au sein d'un marché haussier de long terme, le leadership boursier évolue régulièrement. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un changement de dynamique? Vous aviez parlé justement de cette rotation qu'on a actuellement de la tech vers la value. Est-ce que vous pensez que ce mouvement va durer? Si on regarde déjà le secteur tech, on voit déjà une rotation des 7 magnifiques, de logiciels, le secteur logiciel qui maintenant sous-performe largement vers tout ce qui est fabricant de puces. Donc c'est très spécifique. Deuxième point, sens large, si on regarde le marché action, on voit une surperformance des secteurs value. Dernièrement, c'était le secteur d'énergie. Maintenant, en Europe, c'est le secteur des banques qui performe toujours très bien. Et enfin, les small caps aux États-Unis qui ont plus value, qui surperforment également. Donc, je pense qu'il y a une rotation vers une diversification de la performance du marché action vers les segments plutôt value, des segments plutôt croissance. Donc, qui est une bonne chose pour la santé de cette tendance haussière dans le temps. Parce que si on est toujours concentré sur le big tech, le risque c'est qu'on va avoir une craque boursière à un moment donné. Mais si on a une diversification qui représente quand même, qui reflète bien leur croissance économique, la progression de la rentabilité des sociétés aux États-Unis et dans les autres marchés, je pense que c'est plutôt un bon indicateur de la bonne santé des marchés actions aujourd'hui. Et à l'approche de la période estivale, est-ce que vous aurez des convictions? Vous avez parlé de l'or, il me semble récemment. Oui, toujours l'or, parce qu'on avait descendu de 5004 pic le mois de février à 4100 $ de l'once aujourd'hui. Nous gardons notre objectif à 5500 $ de l'once à 12 mois. Nous constatons que la Banque centrale chinoise a recommencé à acheter énormément de l'or ces derniers mois. Donc je pense que les raisons pour acheter de l'or, dédollarisation, diversification des réserves monétaires des banques centrales restent toujours valables. Et on voit quand même à court terme, on avait une pression de certaines banques centrales, notamment du Moyen-Orient et la Turquie, qu'ils avaient besoin de vendre leur or pour payer leurs factures énergétiques à court terme. Maintenant que les prix d'énergie ont rebaissé, je pense que la pression sur l'or à court terme diminuer largement et ça va être remplacé par plutôt une pression à la hausse en provenance des banques centrales comme la Chine. Donc on reste positif sur l'or et bien sûr j'ai déjà mentionné les petits capis aux États-Unis, les secteurs value en Europe, comme par exemple le secteur bancaire et donc on a plusieurs choix que je pense que va bien performer pendant l'été. Edmond, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo de BNP Paribas Wealth Management. Pour plus d'informations, consultez notre site web et la mise à jour de nos thèmes d'investissement. À bientôt.